ensemble. Donc, je suis Sébastien Mirec, je suis référent En Marche Côte d'Or et médecin anesthésiste réanimateur à Dijon. Alors, l'objectif de cet atelier est revenir sur les enseignements de la crise en premier, avec un groupe d'experts que je vais vous présenter, revoir les grands enjeux à venir et puis faire des propositions et échanger. Nous sommes partis en fait d'une réflexion collective pour un nouvel élan républicain, donc le reconstruire ensemble. Et nous avons, avec un groupe de travail, 60 000 contributions, 1000 ateliers locaux, des heures de direct, beaucoup d'experts dans tous les domaines. Nous avons fait des propositions qu'on va un peu challenger aujourd'hui, donc avec le groupe d'experts et aussi avec vous au niveau du public et bien sûr avec les collègues de Nevers qui, je crois, sont en train de s'installer pour le campus régional de Bourgogne-Franche-Comté, pour lequel je remercie. Alors, pour moi, je vais faire une brève introduction. La santé doit être l'affaire de tous, de toutes, de chacun. Et elle doit, à mon sens, s'implanter à la fois pour les soignants que je suis. Et je remercie à l'occasion les soignants, mes collègues qui travaillent et qui continuent de le faire, comme l'ensemble des personnes qui l'ont fait pendant la crise. L'État s'engage, mais aussi il faut engager les collectivités, on y reviendra. Il faut engager aussi l'Europe, les organisations internationales, engager les entreprises. Et je crois que la santé est vraiment l'affaire de tous les Français. Alors, les enseignements, on a le programme santé, la santé avait déjà été mis à l'ordre du jour du programme d'En Marche. Ensuite, il y a eu le plan santé 2022, puis le Ségur de la santé, on pourrait y revenir. Et on voit qu'on a besoin de transformer ce système de santé en profondeur. Ça, c'est extrêmement important et il faut qu'on arrive à faire face. Pour moi, il y a des risques auxquels notre pays est confronté, des risques bien plus profonds que ça, et c'est pour ça que je dis que la santé est au cœur de tout ça. Il y a, après cette crise, une fragmentation possible du projet républicain. Et il faut vraiment qu'on soit très conscient de ça. Le deuxième point, c'est une fracturation de la société, avec des oppositions, des personnes qui sont dans l'incompréhension, et nous sommes en sortie de crise sanitaire, mais on voit bien que cette crise n'est pas finie, et on voit bien qu'il y a des difficultés de compréhension, on y reviendra. Et puis, bien sûr, au niveau international, le déclassement français au niveau mondial. Et pour moi, c'est les 3 points auxquels nous devons faire face, et c'est les 3 points importants dans les enseignements de la crise. Mais on a vu aussi que les Français sont capables d'un bel engagement, sont capables de participer, de donner, d'aider. Et je crois beaucoup en ça, et je crois beaucoup à cette énergie positive pour la suite. Alors voilà, maintenant je vais vous passer la parole. Chacun votre tour, donnez-moi votre avis sur les enseignements pour vous de cette crise. Qu'est-ce que vous pourriez en tirer ? Racontez votre expérience de terrain et puis après on échangera sur les propositions. Voilà, merci à vous. Je vous laisse vous présenter. Je pense que c'est... Peu importe, on peut commencer par... voilà, je te laisse le micro, comme ça on va... Bonjour à tous. Je suis Siana de Courcelles. Je suis enseignante et experte sur les questions de santé mondiale. Et je vais avoir un prisme particulièrement international, sachant qu'il y a un petit contexte qui rassemble plus la France, qui est le contexte européen, qui ne me paraît pas être international, mais quand même important à prendre en compte. Et sur ce prisme-là, bien évidemment, je crois que cette crise nous montre que vous venez de dire que la santé était le sujet intersectoriel par excellence. Il est également le sujet sans frontières par excellence. Et donc, plus on investit sur les questions de santé en France, en Europe et dans le monde, plus on protège nos voisins, nos frères et les personnes qui sont à l'autre bout de la planète. L'autre élément clé de l'enseignement, c'est que, bien sûr, rien ne peut se faire sans lieu de gouvernance, sans lieu de partage, de collaboration, de dialogue à l'échelle internationale. À l'échelle européenne, il nous a manqué des lieux de partage, des lieux de réflexion, des lieux de construction commune sur les questions de santé. Et je crois que l'élan nouveau va dans le bon sens d'une Europe de la santé.
il est nécessaire de considérer qu'au-delà d'un projet économique, au-delà d'un projet humain, c'est un projet également sanitaire et d'un bassin de vie, en fait. Ce n'est pas simplement un exercice politique que celui de l'Europe. Et enfin, à l'échelle internationale, il y a les organisations internationales. Je pense que tout le monde a pu voir un petit peu les splendeurs et décadences des discussions autour des organisations internationales et de l'OMS en particulier. Si l'OMS n'existait pas, il faudrait l'inventer, parce que c'est le lieu qui est de possession de l'ensemble des États membres et donc de nous, l'ensemble des représentants de la planète. Et même si on doit se dire des choses en face et parfois ne pas être d'accord, il faut un lieu pour continuer le dialogue. Et enfin, le troisième point qui me paraît vraiment important, et je crois que je le porte ici, j'ai une roue des objectifs de développement durable qui sont le moment où les Nations Unies à New York, en 2015, ont choisi d'organiser un développement durable sur l'ensemble de la planète pour l'ensemble des thèmes de développement. Le numéro 3 sur les 17, c'est celui de la santé. Et je crois que là encore, il va falloir, en enseignement de cette crise, d'une part, voir qu'il faut absolument investir sur les questions de santé à l'échelle locale, régionale et internationale, et que la santé est utile pour toutes les politiques. C'est un inducteur du développement, et sans santé, on ne peut pas finalement avancer. Et avec des crises comme celle-ci, on voit qu'on peut revenir 10 ans en arrière sur un certain nombre de thèmes de développement. Je m'arrêterai là. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Franck Bellivier, je suis psychiatre et j'ai été invité au titre de mes fonctions de délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie en charge du déploiement d'un ensemble de réformes ambitieuses dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Sur les enseignements de la crise, la première chose que je souhaitais indiquer, c'est le fait que dans l'ensemble des secteurs de la santé, cette crise a suscité énormément d'inquiétudes. Mais je voudrais aujourd'hui témoigner de cette inquiétude au sein des filières de santé mentale et de psychiatrie, où là, il y a une inquiétude très importante qui est née très tôt au moment de cette épidémie, avec beaucoup d'inquiétudes pour ces personnes vulnérables, parce que porteuses de facteurs de risque de développer un Covid grave. Et ça, c'était la première inquiétude importante, c'est que nous ayons des clusters importants et un impact de l'épidémie sur ces personnes vulnérables, aux côtés d'autres sujets d'inquiétude, la stigmatisation, en particulier la capacité d'accès au plateau technique, le recours abusif à l'isolement, par exemple, qui fait partie des choses qui étaient dans nos craintes de départ. Il se trouve que tout ça ne s'est pas produit. Nous n'avons pas eu de cluster en psychiatrie, nous n'avons pas eu de drame. Et donc finalement, le secteur a bien résisté et nos patients ont finalement été peu touchés par cette épidémie. Cependant, ça a été un moment de mobilisation très intense et il faut saluer une nouvelle fois, j'ai souvent l'occasion de le faire, la mobilisation exemplaire des équipes de soins dans le champ de la santé mentale, parce que la gestion d'une crise, ça ne fait pas du tout partie de leur ADN. C'est tout à fait... Déjà, cette crise est inédite pour tout le monde, mais quand il s'agit de réorganiser à marche forcée une offre de soins lorsqu'on ne peut plus hospitaliser les gens, ou en tout cas on doit limiter les hospitalisations au maximum, et on doit réorganiser l'ensemble de l'offre, puisque le présentiel était quand même très limité, et le métier de psychiatre, de psychologue, de soignant en santé mentale, c'est quand même à 90% dans la rencontre que ça se passe. Et bien là, il a fallu très brutalement réorganiser nos manières de faire, et on a vu naître dans l'ensemble de ce secteur des initiatives tout à fait exemplaires, dont nous avons fait le recensement dans un document de retour d'expérience pour que l'ensemble des équipes puissent le partager. Donc c'est le premier enseignement, c'est cette formidable capacité de mobilisation des équipes soignantes dans un domaine et pour des organisations auxquelles ils n'étaient pas du tout préparés. Le deuxième enseignement, c'est que le sujet de la santé mentale a considérablement émergé pendant cette crise. Bien sûr, nous avions, je viens d'en parler, beaucoup d'inquiétudes concernant les personnes porteuses de handicap psychique, d'une pathologie mentale.
Mais d'autres sujets importants ont émergé. La vulnérabilité de la population générale, et on a vu que la situation de confinement, les modifications de rythme, notamment de sommeil, l'augmentation des addictions, les variations dépressives de l'humeur, voire les dépressions qui sont nées pendant ces situations de confinement, ont concerné la population générale. Et puis il y a un troisième sujet émergent. Cette crise a tamponné, j'ai envie de dire, un système de soins anémié à qui on a demandé de courir un marathon. Et les soignants, qui ont, ça a été dit, mais il faut le redire, qui s'est fortement mobilisé pendant cette crise, a procédé en général à des réorganisations majeures, et bien a été impacté aussi sur le plan psychologique. Et donc nous avons aussi eu à organiser une offre d'appui pour les soignants, et les soignants sont parfois difficiles à soigner. Ça fait appel à des modèles spécifiques. L'émergence du sujet de la santé mentale, je vais essayer de ne pas être trop long, mais l'émergence du sujet de la santé mentale pendant cette crise a permis de faire figurer des produits de sortie du Ségur qui concernent spécifiquement la santé mentale. Donc ça, c'est une concrétisation très importante au sein du Ségur. De nombreux chantiers nous attendent dans le cadre du Ségur de la santé publique, dont les travaux restent à caler. Et puis, pour finir, ce plan ambitieux qui est porté par ce gouvernement et le précédent, et qui est matérialisé par cette feuille de route santé mentale et psychiatrie, qui décrit un plan de réforme très important et très en profondeur, réforme des organisations territoriales, réforme du mode de financement, réforme des autorisations. Donc nous sommes sur un plan de réforme de la santé mentale et de la psychiatrie très ambitieux, et bien a connu finalement une accélération dans les suites de cette crise, et ça c'est finalement une bonne chose, puisque ça nous aide à porter ce plan de réforme qui est absolument crucial pour ce champ. Merci. Merci. Donc on va enchaîner. Oui, merci Sébastien. Sophie Errand, députée de Loire-Atlantique, La République En Marche. Si je devais, pas résumer, mais en tout cas donner quelques éléments suite de crise, c'est pour moi une prise de conscience énorme de la part des uns et des autres d'ailleurs, y compris à l'intérieur du monde médical, parce que parfois son manque, et je pense que c'est aussi ce qu'on se dit aujourd'hui, de dialogue, de discussion et de débat. Et cette crise, elle a fait émerger, en tout cas elle a clarifié aussi des points d'attention auxquels on n'avait pas forcément porté tout ce qu'on devait y apporter. Je pense à tous ceux qui sont allés travailler, qui ont continué à travailler, malgré l'angoisse, et j'en ai rencontré un certain nombre, avec vraiment la peur au ventre, ne sachant pas dans quel monde on vivait, ni dans quel monde on allait vivre, mais qui chaque jour, chaque nuit, se sont levés, sont allés au boulot, et se sont dit, c'est mon rôle, c'est mon engagement, il faut que j'y aille. Et c'est vrai que moi je voulais les remercier, mais c'est surtout que ça a permis aussi à toute notre population, tous nos citoyens, de se rendre compte qu'on était tous nécessaires les uns aux autres. Et qu'il n'y avait pas les petits métiers, les moyens métiers et les grands métiers. Et ça redit aussi plein de choses dans le monde médical et dans le monde de la santé. Moi, c'est un monde que j'ai connu de l'autre côté. J'étais fournisseur de matériel et de consommables dans mon métier de chef d'entreprise. Et c'est vrai que souvent, je trouvais que les personnes ne se parlaient pas entre services, entre étages. Et c'est vrai que cette crise-là, elle a obligé tout le monde à dialoguer, à se rendre compte que oui, on a besoin tous les uns des autres pour tenir cette chaîne. Et puis remercier effectivement les Français qui respectent et qui continuent à respecter les distanciations sociales, le port du masque et la désinfection des mains. Moi, je voulais dire qu'il y a aussi quelque chose, et c'est des sujets sur lesquels je travaille, c'est la simplification, les parcours de santé, et puis le côté administratif. Qu'est-ce que nous a appris cette crise? Et ça, je pense que c'est très, très français. Plus de 30%, je crois, du temps hospitalier est un temps administratif. Nous avons l'obligation de réduire ce temps, qui n'est pas un temps utile, ou en tout cas qui n'a pas forcément un sens de soins, de protection et d'action vis-à-vis des populations.
Donc ça, c'est un enjeu, et je pense que c'est aussi ce qu'on est en train de faire avec Amélie de Montchalin, c'est vraiment de réinterroger, là je compte sur tous les professionnels de la santé à chaque étage, d'identifier ce qui n'est pas utile aux soins et ce qui pourrait être simplifié, voire bien évidemment numérisé. Donc on a plein de chantiers, et puis le dernier, c'est l'éducation à la santé. C'est prendre conscience que, ouais, pendant ce temps-là, pendant tout le temps de la crise, il y a des choses qu'on a évitées, parce qu'on ne s'est pas comporté comme d'habitude. On a évité beaucoup d'accidents sur la route. On a évité de se blesser, peut-être parce qu'on était plus les uns avec les autres. On parle beaucoup, et ça c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée aussi, c'est les accidents domestiques chez les enfants, dans la famille, au sein de la famille. Donc c'est vrai qu'il y a tous ces sujets qui vont être aussi ceux qui vont nous préoccuper. La santé publique, c'est aussi de l'éducation à la santé avec nos associations. Il y a plein de choses qui se font bien déjà, et je pense que c'est ça qu'on va devoir valoriser. Donc, et puis après, l'Europe, évidemment. Et ça s'appelle la chaîne d'approvisionnement. Ça nous a beaucoup percuté. On a eu très mal, le fait de se dire que nous n'étions pas prêts en termes de matériel, d'équipement, de consommables, de, comment on appelle ça, de substances. Enfin, tu expliqueras ça, Sébastien, parce que là, je ne suis pas médecin, chacun son rôle. Comment a-t-on pu arriver à ce système-là, en fait? Et maintenant, comment allons-nous y répondre? Et notre question, c'est aussi de se rassurer sur nos capacités à faire Europe. Et je pense que sur la santé, sur les équipements, sur le matériel et consommables, on a largement de quoi faire et de quoi dire. Bonjour, je me présente, je suis Madame Diaby Djeneba. Je suis de formation, j'ai fait l'école des directeurs et j'ai développé des structures de prise en charge de la dépendance en ville avec une mise en réseau entre les cabinets de soins infirmiers et les prestataires de services. Aujourd'hui, on a plus d'appels d'offres sur les services polyvalents d'aide et de services à domicile et de façon informelle parce qu'on veut s'inscrire dans le pragmatique. Nous avons développé des partenariats sur notre territoire. Et lorsque la Covid est apparue, on est resté dans l'interrogation. On s'est dit, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un ennemi inconnu. On ne sait pas comment se protéger. On a eu des grands soucis d'approvisionnement au niveau du matériel. Et c'est là qu'on s'est posé la question de l'autonomie de notre pays au niveau du dispositif de matériel et d'une facilité d'approvisionnement. Et le travail de terrain. La collaboration, en réseau, elle a pu se faire parce qu'on a su communiquer. On a respectivement chacun récupéré dans ses stocks tout ce qui était masque dans un premier temps. Et nous avons cherché des soutiens au niveau départemental, au niveau de la région, au niveau de certains pharmaciens. Je suis ici du département du 93 et notamment de la ville de Neuilly-sur-Marne, avec une population qui déjà, souvent, je dis, n'est pas privilégiée. Et quand on connaît un peu la précarité, ce sont des risques. C'est des personnes qui ont beaucoup plus de risques que des personnes qui ont un autre niveau social. Alors, on a travaillé avec les hôpitaux des environs, on a sollicité des couturiers, parce que la première chose qu'on pouvait faire, c'était déjà les masques. Alors, on a sollicité des couturiers, on a fait plus de 4 000 à 5 000 masques pour les professionnels, aussi bien du terrain que des hôpitaux environnants. Et ensuite, pour les personnes à risque, on a essayé de limiter les passages et mettre à leur disposition même tout ce qui était alimentaire. Parce que malheureusement, plus personne ne peut sortir, mais par contre, les professionnels du terrain se chargeaient de les accompagner sur ce plan-là. Ensuite, on a essayé de réfléchir à la question de... nous, les professionnels de santé, on est en première ligne. Le Ségur de la santé, il est arrivé, bien sûr, grâce au Covid. Ça a été une des choses qui a été très positive, parce que ça fait des années qu'on se bat pour la revalorisation salariale des professionnels de santé. Donc, ce Ségur de la santé, il va revaloriser les salaires, va permettre aux professionnels de se former. Et je dirais, il faudrait encourager l'éducation de la population. On est un pays qui a éradiqué quasiment toutes les pandémies possibles.
Donc on a complètement retiré de notre quotidien ce risque auquel on pouvait être confronté. Aujourd'hui, l'objectif, ce serait de coordonner un peu tous les secteurs de la santé, savoir se parler. Parce que parfois, l'ARS ne va pas parler avec tout ce qui se passe sur le département et chacun fait sa petite organisation personnelle. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut coordonner un peu tout ça pour qu'on ait un schéma unique. Et ce schéma nous permettra de savoir exactement où on va. Parce que lorsqu'on ne sait pas où on va, ben malheureusement, on ne peut pas faire mieux. On a été beaucoup critiqués, mais moi, je dirais encore une fois, bravo. Parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Et au fur et à mesure, on a amélioré nos capacités de faire les choses et on va continuer à s'améliorer. Aujourd'hui, par rapport au test PCR, par exemple, il y a une recrudescence des demandes. Oui, les gens se plaignent qu'il n'y a pas assez de centres pour pouvoir aller se dépister. Mais en contrepartie, il faut qu'on se pose une question. Les laboratoires d'analyse médicale qui récupèrent ces échantillons, est-ce qu'ils ont assez de personnel pour pouvoir techniquer en temps et en heure? Et cette question, je pense qu'elle est mise de côté. Donc c'est tout un ensemble aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir. Et puis, quoi qu'il en coûtera, comme le disait le président Macron, il ne faut pas faire l'économie des moyens, je pense, sur la santé. Il y a des sujets sur lesquels on peut faire des économies, mais tout ce qui est santé et sécurité, il faut mettre le paquet. Voilà. Alors merci pour ces échanges extrêmement riches de votre vision des enseignements de la crise. Je reviens juste sur le Ségur de la santé. Ségur de la santé, et vous l'aviez dit, sur la santé mentale aussi, on a un gouvernement qui a investi, alors il y a 8,2 milliards d'euros d'investissement. Il y a un réinvestissement de 19 milliards pour reconstruire et surtout réinventer notre système de santé et accélérer en fait les changements qui ont été faits avec Ma Santé 2022. Il y a un point très fort qui est souligné, c'est la collaboration et le décloisonnement entre ville et hôpital. Moi qui travaille à l'hôpital, eh bien, on a besoin d'être décloisonné. Il n'y a pas que l'hôpital, et on l'a vu dans la crise, le médico-social, la ville, l'hôpital, le public-privé, en fait, on a tous travaillé ensemble. Et cette crise a montré cette nécessité de décloisonnement. Alors, c'est une des propositions qui était notée, qu'on avait soulignées, notamment au niveau de la régulation médicale, avec les SAMU Centre 15, qui est le service d'accès aux soins, qui est en cours de discussion, avec un numéro d'appel unique santé, qui pourrait permettre de faire travailler beaucoup plus ensemble la ville, les médecins de ville, les soignants de ville, parce qu'en fait, il n'y a pas que les médecins en ville, et vous en êtes la preuve, et j'en suis ravi, parce que vous avez un bel établissement, enfin une belle collaboration en ville, et donc on a besoin de travailler plus ensemble. Et donc ce service d'accès aux soins, on en a besoin, parce qu'on voit bien qu'on est dépassé pour orienter les soins non programmés, notamment, et pas faire venir tous les malades sur l'hôpital. Donc moi, je suis ravi. Alors, le Ségur n'a pas réglé l'ensemble de nos problèmes, on le sait, hein, et c'est pour ça que nos députés, notre gouvernement continue de travailler, et on les en remercie, et nous en tout cas au niveau des soignants on va continuer aussi à vous aider là-dessus, mais il y a un vrai investissement, il y a aussi des recrutements qui vont être faits, parce que ça c'est un vrai problème au niveau de toutes les structures, on a besoin de personnel, et il faut mettre les moyens, et la santé n'a pas de prix, le président l'a dit, et donc il faut continuer à investir, et on en est tout à fait ravis. La crise, elle a montré aussi qu'il fallait s'adapter au niveau des lits. Hein. On parlait beaucoup d'ouverture, de fermeture de lits. Ça, c'est extrêmement complexe. La réanimation, alors là, je parle en tant qu'anesthésiste réanimateur, nous, on a créé des lits. Et puis on les a refermés. Puis s'il y a besoin, on va les rouvrir. On parle de réanimation éphémère. Et ça, c'est ce qui fait que ça fonctionne, parce qu'on a les capacités de se déployer. Hein, moi, j'ai formé, entre autres, des soignants pour les monter en capacité, en connaissance, en compétences, pour qu'ils puissent, sous supervision, prendre en charge les patients de réanimation. Et c'est ce qui fera demain cette flexibilité, cette polyvalence de prise en charge de nos patients. Et il n'y a pas que la réanimation, bien sûr, mais on a beaucoup entendu parler de réanimation. Et voilà. Donc, voilà sur ces enseignements. Alors, si on revient, on a parlé, Sana, vous avez parlé tout à l'heure de l'Europe. Est-ce qu'on peut parler d'une Europe de la santé? Parce qu'on a eu un
un fort investissement de l'Europe, un engagement de notre président est très fort. Comment vous voyez, la santé, je crois, n'est pas une prérogative directe de l'Europe. Comment vous voyez un petit peu ça? Comment vous pourriez l'exposer? Alors, pas évident. Mais pour faire simple et pour se le dire entre nous, il n'y a pas d'Europe de la santé, c'est très clair. Ce n'est pas dans le projet politique initial de l'Europe, et je pense que c'est là que le bas blesse. C'est qu'on ait voulu faire un projet politique sans imaginer qu'on avait un bassin de vie qui devait être solidaire, par principe, sur les questions de santé. Sans doute, les professionnels de santé doivent aussi créer plus de ponts et eux-mêmes ouvrir les portes et les fenêtres, puisque notamment sur les questions d'éducation et de reconnaissance des diplômes, c'est quand même la dernière profession qui est passée à la reconnaissance à l'échelle européenne. Donc il y a besoin de créer ce bassin de vie qui fait sens en matière de gestion sanitaire, plus que jamais au moment des urgences et des crises sanitaires. Mais en règle générale, nous ne pouvons pas dire que nous n'ayons pas des caractéristiques communes, que les problématiques de santé mentale, pour reprendre les termes de Franck Bellivier, mais aussi tout simplement de vulnérabilité face à la santé, elles sont strictement les mêmes, au moins à l'échelle de l'Europe, si ce n'est à l'échelle internationale. Donc, il n'y a pas aujourd'hui ce fameux lieu de consensus politique pour créer le bassin de vie réel et de réponse sanitaire. Et puis, bien sûr, il y a tout de même des bribes d'Europe de la santé. C'est pour ça que je disais, je fais caricatural, il y a des bribes. La réalité, c'est qu'on a un European CDC, donc un centre européen de gestion, de suivi des situations sanitaires, qui n'a pas fait référence, on peut se le dire clairement, c'est censé être le lieu de veille, d'analyse, de prospective sur les questions de santé à l'échelle européenne. Bon, il n'y a aucun centre à l'échelle internationale qui n'a réussi ni à prévoir la crise, ni à apporter son soutien plein et entier. Mais nous avons besoin de renforcer cette agence-là. On a une agence européenne du médicament qui tout de même nous permet aussi sur les questions d'approvisionnement, d'harmoniser les choses à l'échelle européenne, pas en situation de crise. Donc il va falloir aussi leur apporter un peu plus de puissance sur la gestion de crise et peut-être aller plus loin que simplement le médicament. Sur le médicament de demain, et donc je pense aux vaccins principalement et aux traitements possibles, la question de l'allocation de ces médicaments et de ces vaccins au moment où ils seront disponibles est un enjeu majeur. Est-ce qu'on accepte simplement que les lois du marché finalement prévalent et que seuls les pays les plus riches et les plus aptes à contractualiser avec le secteur privé puissent avoir accès aux médicaments, alors même que l'on sait que si ça brûle à côté, ça va être difficile d'éteindre le feu chez soi et de rester totalement verrouillé. Donc ça pose énormément de questions. Considérons que chaque épreuve est salutaire à certains aspects et donc on voit bien que de fait nous ne pouvons plus faire sans cette Europe de la santé, sans un projet politique, sans une réflexion opérationnelle, institutionnelle, mais sans aussi les professionnels de santé qui doivent créer les réseaux et doivent considérer que le bassin de vie est en fait européen et pas simplement national. Merci. C'est un point fort. Hein. Il faut il faut pouvoir reproduire, relocaliser pour la fabrication des produits. On a évoqué tout à l'heure les produits, les médicaments, notamment anesthésiques. Hein. On a été en difficulté par rapport à ça. Mais il ne faut pas non plus se refermer sur notre territoire national. Et l'échelle européenne semble effectivement une bonne échelle par rapport au reste du monde. Ça, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Et on a beaucoup de travail et on sait que nos eurodéputés travaillent aussi dessus. Et voilà. Donc, merci pour cet échange. J'ai une question qui vient qui nous est posée sur les réseaux, qui me paraît intéressante à poser, de Patricia. On a parlé d'éducation à la santé, donc c'est avec un sujet qui est fondamental. Et elle nomme, Patricia, dans la vraie vie, les ARS, donc Agences régionales de santé, baissent de façon drastique le financement d'éducation thérapeutique. Y en est-il? Il y a une réforme en cours dont le décret d'application doit sortir. Où en est-on? Voilà, par rapport à cette éducation thérapeutique. Donc je pense que c'est un point... c'est compliqué parce qu'on a parlé de promotion de la santé, on a parlé de prévention, beaucoup en prévention en santé mentale, beaucoup en santé. Comment peut-on mieux faire la promotion de la santé? Ça, c'était un point fort de nos items, c'était parvenir à une société de prévention.
C'est un engagement fort du président. On se rend compte qu'on a du mal. On n'a pas une culture de prévention en France qui est très forte. Et je préférerais, mieux vaut prévenir que guérir, on le dit suffisamment. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous avez, peut-être sur l'éducation thérapeutique, sur des points? Je pense que par rapport à la prévention, c'est un sujet qu'on a longtemps mis de côté. Et c'est lorsqu'on fait face à des crises graves comme celle-ci qu'on se remet en question. Et je pense que la meilleure manière de pouvoir répondre à la promotion de la santé, ce serait de travailler au niveau local. Aujourd'hui, moi, je suis adjointe au maire sur la ville de Neuilly-sur-Marne, chargée de la santé, du handicap et de la prévention des risques sanitaires. J'ai sollicité tous les professionnels du territoire, en tout cas de la ville de Neuilly-sur-Marne, pour qu'on puisse faire un cadre de concertation où certains médecins, infirmières, psychomotriciennes, kinésithérapeutes, etc., pourraient donner de leur temps pour sensibiliser la population. Et même par rapport, et même dans les institutions, les écoles, ce sont des lieux où on peut vraiment diffuser des messages forts auprès des enfants. Je dis souvent, lorsque ça passe par les enfants, les parents, systématiquement, il y a une répercussion. Donc aujourd'hui, il faudrait décentraliser les choses. Et je pense que lorsqu'on délègue, on est plus efficace. Mais lorsqu'on veut faire de la rétention, malheureusement, on est confronté à des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Oui, je veux bien apporter une précision d'expérience aussi d'élus locaux et d'anciens maires. Je pense qu'il existe beaucoup d'initiatives locales aujourd'hui déjà et qui font des choses très bien. Comme on a fait notre livret pour les municipales et pour préparer les engagements des futurs élus, on avait justement collecté dans tous les territoires de France et d'outre-mer toutes les initiatives. Moi, j'en ai mené plusieurs et je voulais aussi saluer les associations, parce qu'il y a des associations qui font des choses super bien. J'ai fait venir dans les écoles maternelles, parce que ça commence à l'école maternelle, la maison miniature avec tous les dangers de la maison. Comment éduquer nos enfants pour lancer l'alerte, savoir appeler les secours, savoir aussi faire face à une situation qui est une situation qui peut arriver, qui est très difficile à anticiper. Et ça, c'est vraiment là où l'éducation, effectivement, on est bien tous des co-éducateurs, en fait. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à partager. On a un tissu associatif qui existe, et puis on a aussi, et je reviens à la santé mentale, on a créé il y a 15 ans un groupe de prévention du suicide sur mon territoire. Moi, j'ai été sentinelle, je suis sentinelle, j'ai été formée par une psychiatre. On a formé des élus locaux à justement repérer les signaux faibles, les signaux forts, ce qui va, ce qui ne va pas. Nous sommes tous aujourd'hui des sentinelles de nos territoires. Et c'est pour ça qu'on dit que l'action locale, elle est très importante. Et elle doit aussi être en capacité d'échanger les bonnes pratiques. Parce que c'est ça aussi notre rôle. Et je pense que c'est aussi l'objet de cette table ronde, c'est qu'on se dise qu'il y a déjà des choses qui se font bien, encore faut-il le savoir. Et je pense que c'est là le partage. Après, je n'ai pas la réponse législative sur ta question, Sébastien, ou sur la question de notre internaute, mais voilà, il y aura peut-être la possibilité d'y répondre. Je me fais fort d'y répondre peut-être après, parce que je ne voudrais pas prendre une réponse ici en m'engageant à la place de ceux qui peuvent y répondre. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Si je peux me permettre de rebondir, juste 2 points qui sont simplement, on apprend aussi du passé, c'est utile, et de l'extérieur, donc je pense aussi évidemment à l'international, mais sur les questions de prévention et d'éducation, je crois qu'à l'instant, Djeneba, vous disiez qu'on a éradiqué un certain nombre de maladies transmissibles. Le premier fléau quand même à l'international reste le sida, et sur le sida, il a fallu travailler très fortement sur les questions de prévention. Et quelques collègues spécialisés dans le domaine me disaient que finalement, quand on a dû inciter les personnes à utiliser des gestes barrières contre le sida, et notamment le préservatif, ça ne s'est pas fait à coup d'attestation et d'amende. C'est pas, autre temps, autre mère, on n'est pas du tout dans le même contexte, mais pour autant, il y a quelque chose à apprendre finalement dans la gestion de l'épidémie du sida en France et dans le monde. Et sur un autre exemple tout à fait différent et plus récent, c'est celui d'Ebola, sur la crise de 2014-2016 dans les 3 pays, Sierra Leone, Guinée et Libéria. On a passé en fait un nouveau terme après le fléau quand même à l'international reste le sida. D'accord. Et sur le...
après le renforcement des systèmes de santé, qui était un peu un mot-clé, on parle désormais de résilience des systèmes de santé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, une crise par principe, on ne la prévoit pas, et une crise par principe, elle vient percuter les systèmes existants, et donc fait qu'on doit revoir l'organisation à l'intérieur de l'hôpital, dans la relation ville-hôpital, et quand en plus il y avait des relations ou des difficultés à l'intérieur de ce système, les choses peuvent plus facilement s'effondrer. Donc voilà, c'était juste pour un peu poser de l'extérieur ce que l'on peut considérer comme des manières d'avancer sur les sujets de l'éducation et de la prévention des futures crises. Peut-être. Non, mais c'est un sujet très important en santé mentale et en psychiatrie, donc je prends la parole, je vais essayer d'être court, mais l'éducation thérapeutique, parmi les outils ou parmi les nouveaux paradigmes qui nourrissent ce plan ambitieux de réforme dont j'ai parlé tout à l'heure. L'un d'entre eux, c'est évidemment l'éducation thérapeutique. Et dans le champ de la santé mentale et en psychiatrie, c'est à la fois un outil thérapeutique, parce que ça augmente le pouvoir d'agir, et chez les personnes porteuses de handicap psychique ou d'une pathologie mentale, le pouvoir d'agir, c'est un sujet majeur dans le pilotage du trouble et dans la coopération avec les équipes soignantes, parce que ça contribue à l'engagement du patient dans sa prise en charge et la prise en compte de ses attentes à lui ou à elle dans le programme de soins est un élément absolument majeur. Et pour ça, il faut en passer par des modules d'éducation thérapeutique qui sont d'ailleurs salués par les patients, par leurs familles, etc., comme effectivement promoteurs du pouvoir d'agir. Et on sait que chez ces personnes-là, c'est un volet extrêmement important de leur rétablissement. Mais c'est aussi des outils de prévention, et vous l'avez signalé tout à l'heure, madame. La prévention dans le champ de la santé mentale, c'est un immense chemin qui nous attend et qui va s'exercer particulièrement chez les enfants dès la maternelle, chez les collégiens et chez les lycéens, parce que c'est dans cette période-là que l'on peut acquérir ce savoir sur les risques qui nous attendent dans une période du développement très critique des personnes, l'adolescence, adultes jeunes, et où les premiers incidents risquent d'avoir des conséquences majeures sur le développement de la personne, développement académique, développement social, développement professionnel, développement affectif. Et donc la prévention de ces incidents de parcours à un moment très critique du développement, c'est un enjeu majeur. Et donc toujours dans cette feuille de route santé mentale et psychiatrie sont décrits tout le premier pilier consacré justement au développement des stratégies de prévention. Et nous avons pour cela des coopérations avec l'éducation nationale, avec les jeunes pris en charge par la justice qui ont déjà montré des signes de fragilité. Nous attendons beaucoup du Ségur de la santé publique et le principe a été admis qu'il y aurait un volet santé mentale dans la mise au point de mesures ou d'accélération de mesures qui sont déjà connues, déjà prévues, mais en tout cas qui deviendront prioritaires parce qu'on est là sur des enjeux extrêmement importants. Merci, ce sont des réponses très concrètes et qui collent complètement avec l'ADN d'En Marche, en fait, je trouve. On a parlé des projets qui marchent, le livret qu'on avait fait, qui avait été fait pour les municipales. Je trouve que pour un nouvel élan républicain, en fait, on reprend des items avec des experts qu'on a challengés parce qu'en fait, ces propositions sont des propositions concrètes qui partent du terrain et bien, on voit qu'elles collent. C'est vraiment cette idée-là. On avait pensé, nous, en tant que non-experts, qu'il fallait faire de la formation chez les jeunes au niveau de la santé mentale, comme moi je peux la faire au niveau des gestes de premier secours. Parce que ça fonctionne pour les premiers secours et il faut continuer à le faire, il faut continuer à le porter, mais ça doit partir de la base, ça c'est clair. Alors on a des questions, alors la salle à Nevers, que je salue les marcheurs de Nevers qui sont présents et qui nous écoutent, ils ne peuvent pas communiquer directement avec nous, mais je reçois les questions. Il y a des questions très techniques, donc je pourrais m'engager et répondre sur certaines, parce que c'est des questions qui sont en rapport avec certaines professions. On parle notamment d'auxiliaires de vie, avec les reconnaissances, et ça, on pourra revenir vers vous pour y répondre. On a parlé tout à l'heure, on parlait de la santé mentale, donc on va quand même y rester. Je voudrais juste un éclaircissement, parce que cette question me paraissait intéressante. Est-ce que d'autres pays sont plus avancés que nous, ou pas ? C'est compliqué, ça, hein ? Est-ce qu'on se situe comment, en fait, en santé mentale ? C'est difficile. C'est un sujet que je ne maîtrise pas, moi, personnellement.
Alors, nous avons autour de nous de nombreux pays qui se sont engagés, il y a plus ou moins longtemps, dans une réforme de leur système de soins en santé mentale et en psychiatrie. Et donc, nous avons des exemples assez avancés, je pense au Portugal, je pense à la Belgique, sur la conduite du changement et quand on veut importer les nouveaux outils de prise en charge, les nouveaux paradigmes de prise en charge en santé mentale et en psychiatrie. Il y en a un qui est illustré en Belgique et au Portugal ou dans d'autres pays, enfin je ne vais pas tous les citer, et qui est au cœur de cette feuille de route dont j'ai parlé, c'est justement, on en a parlé tout à l'heure, la mise au point de ces parcours. Un parcours de soins en santé mentale, c'est un parcours complexe il est nécessaire de convoquer au chevet de ces parcours les compétences du secteur sanitaire, bien entendu, mais également les acteurs de prévention, parce que la prévention, elle s'exerce tout au long du parcours, pas seulement avant de tomber malade. Les acteurs de la réinsertion, la promotion du rétablissement et du pouvoir d'agir, le secteur sanitaire, j'en ai parlé, mais également le secteur médico-social, social, l'éducation nationale, la justice. Bref, c'est un parcours de vie. Et donc, la Belgique a bien avancé, pour prendre cet exemple-là, dans la mise au point de ces logiques d'intégration au niveau d'un territoire des différents acteurs issus de et de l'organisation de leur coopération. Et je pense que c'est effectivement un enjeu très important. Et ces réussites nous inspirent et nous rendent optimistes sur la mise au point de ces organisations de coopération au service des parcours de soins. La France est ni en avance ni en retard. Il y a quand même des domaines dans lesquels des progrès importants sont attendus, ne serait-ce que parce que, au regard des standards internationaux, je pense en particulier des textes fondateurs de l'ONU ou de l'OMS, il y a un domaine dans lequel la France doit s'engager et s'engage d'ailleurs, à savoir la promotion des droits des personnes porteuses d'un handicap psychique. Et ça concerne deux volets. Un volet qui vise à améliorer les pratiques médicales, certaines d'entre elles étant attentatoires aux droits, les privations de liberté en particulier. Et il faut insister sur un point, c'est que ces situations de privation de liberté n'est pas le monopole de la psychiatrie. C'est vrai qu'on montre beaucoup du doigt la psychiatrie sur des pratiques médicales qui seraient attentatoires aux droits. Et il faut restaurer une image positive de la psychiatrie de ce point de vue-là. La psychiatrie est engagée dans ce domaine pour améliorer, faire évoluer ces pratiques, en tout cas importer les standards internationaux, en tout cas tendre vers ces standards internationaux. Un deuxième volet de la promotion des droits qui est inscrit également dans cette feuille de route et qui me paraît tout aussi important, c'est la mise au point des outils d'empowerment, de capacité d'agir. Autrement dit, la mise au point de ces outils qui permettent de restaurer chez une personne porteuse d'un handicap psychique sa capacité à faire valoir ses droits. Et donc ça, c'est tout un champ nouveau qui s'ouvre devant nous, auquel contribuent beaucoup les associations d'usagers, et le partenariat que nous avons avec eux et d'autres d'ailleurs, est de ce point de vue-là tout à fait exemplaire. En tout cas, là aussi, on peut être optimiste. Est-ce qu'on est en retard sur ces questions fondamentales, hein, qui sont des questions de citoyenneté? On est toujours en retard. Merci. J'ai juste une petite question vraiment sur ce sujet-là, par rapport au parcours aussi protection et hébergement. En fait, on a un sujet, c'est qu'on a des personnes qui sont en grande détresse la nuit et pas forcément le jour. C'est-à-dire qu'elles peuvent très bien aller travailler le jour, mais la grosse dépression, ou en tout cas le gros moment d'hyper-angoisse et d'hyper-anxiété, c'est la nuit. Et on a un sujet dans le parcours résidentiel, c'est-à-dire dans le parcours d'hébergement, c'est dedans ou c'est dehors. C'est-à-dire c'est soit à l'intérieur d'une unité, soit à l'extérieur, et soit c'est on s'occupe de vous la journée pour vous réapprendre à vivre, mais le soir vous rentrez chez vous. Et ça pose un sujet. Pour le connaître sur notre territoire aussi, j'ai été sensibilisée par des élus locaux qui me disent « mais j'ai des gens sous curatelle, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, on ne sait plus comment les aider, et en fait la curatelle ne répond pas, c'est-à-dire qu'on l'aide sur plein de sujets, mais en fait il y a un problème d'hébergement, c'est-à-dire quand est-ce qu'on le protège de lui-même et des autres ?
ce sont des personnes qui sont en grande souffrance et on n'a pas forcément la réponse, ou alors si on l'a, peut-être qu'on ne le sait pas encore et qu'on n'a peut-être pas partagé suffisamment ce qui se fait ailleurs de bien. Alors c'est au cœur du pilier 3 de cette feuille de route santé mentale et psychiatrie, l'accès au logement et l'accompagnement une fois logés des personnes avec handicap psychique. Et ça, c'est des modèles qui nous viennent d'expériences canadiennes, portugaises, etc. C'est-à-dire le logement d'abord. Et parce qu'on est installé dans un logement et accompagné dans son logement, alors on va pouvoir avoir accès aux soins et s'engager en tant qu'individu dans une collaboration avec des équipes soignantes, enfin soignantes au sens large, dans la mise au point d'un parcours personnalisé de prise en charge. Et donc on change de paradigme. C'est pas je me soigne, je vais mieux, donc j'ai accès au logement. C'est je suis installé dans un logement et à ce moment-là, on va pouvoir reconstruire quelque chose. Donc ça, c'est très... Donc il y a eu des investissements importants qui ont été faits au travers d'expérimentations. Ces expérimentations ont vocation à se généraliser. C'est des modèles qui marchent. Les bailleurs sociaux sont partants, dès lors qu'on leur assure des équipes de suivi des personnes qui sont installées. Donc ces modèles-là de coopération entre un bailleur social, une structure médico-sociale et une structure sanitaire sont des coopérations très vertueuses, saluées par l'ensemble des partenaires, y compris les personnes intéressées. Donc on sait que ces modèles-là marchent et on va pouvoir fertiliser l'ensemble du territoire avec ces modèles qui sont pas très compliqués à monter sur le plan économique. C'est principalement des modèles organisationnels. Non, c'était juste que ça m'a vraiment effectivement beaucoup intéressé ce thème, parce que finalement, quand on regarde à l'échelle de tout le système de santé, la question de l'individualisation du parcours est celle de faire avec, comme si en fait on avait des gens en face de nous qui avaient une vraie vie et pas simplement leur imposer un système plaqué. C'est l'enjeu majeur en fait de l'évolution des systèmes de santé et de la protection des plus vulnérables. La question de la santé mentale met en avant une forme de vulnérabilité, mais si on revient sur l'exercice de la Covid-19, finalement, on a eu de nombreux lieux, zones de poches de vulnérabilité partout sur le territoire, et on voit bien que l'institution système de santé français n'a pas su les détecter à temps, les entourer et répondre rapidement. Je donne juste un exemple, puisqu'on a beaucoup parlé du cas allemand par rapport au cas français. On a vu qu'on avait à peu près les mêmes courbes d'augmentation du nombre de cas au début de l'épidémie, en janvier-février. Et en fait, à partir de fin février, on a un décrochage entre la France et l'Allemagne, et le décrochage, il se fait sur le nombre de morts. Alors on se dit, tiens, est-ce que il y a plus de lits? Est-ce qu'on les soigne mieux? Quelle est finalement la grande différence? Puisque jusque-là, le nombre de cas était sensiblement le même. Et en fait, quand on regarde, c'est le nombre de personnes de plus de 65 ans touchées par la Covid. C'est-à-dire que dans le système allemand, on avait à peu près autant de personnes qui étaient touchées qu'en France, mais simplement, en Allemagne, il y avait beaucoup moins de personnes de plus de 65 ans qui étaient touchées. Et quand on regarde le système de soutien des personnes au-delà de 65 ans en Allemagne, il a un modèle qui était finalement plus adapté à une réponse à la Covid, puisque beaucoup moins de gestion en mode EHPAD, des personnels médicaux et non médicaux qui étaient déjà capables d'identifier les personnes vulnérables, donc âgées, et qui tout de suite, finalement, dès début février, entre guillemets, les ont confinés et les ont mis sous bulle. Donc en ayant des gestes barrières extrêmement consciencieux, en les accompagnant, en les éduquant, en leur expliquant, attention, vous faites partie des populations vulnérables. Et donc, il y a eu, comme on dit en anglais, un baril d'acier autour de cette population vulnérable, et c'est ce qui a créé un vrai décrochage au niveau de l'impact sur le système de santé entre l'Allemagne et la France. Donc ça montre bien que cette individualisation des parcours, cette réflexion plus générale sur le système de santé nécessite d'assumer que nous avons des populations vulnérables dans différents domaines et qu'il faut leur apporter une réponse directement et de les protéger selon leurs besoins. Sur la question de l'hébergement des personnes touchées par les pathologies mentales, ça a toujours été un problème en France. Et on manque cruellement de structures. J'ai travaillé une bonne dizaine d'années sur un hôpital psychiatrique parisien et j'ai dû collaborer avec des établissements en Belgique
pour leur permettre d'avoir une vie digne, un accompagnement. Voilà. J'estime pour ces personnes aussi, il y a la question administrative qui est très compliquée. Et on a réfléchi à un moment donné à mettre en place directement les services des tutelles dans les secteurs d'hospitalisation. Parce que souvent, le temps que le tuteur ou le curateur nous fasse les réponses, il se passe des semaines et des semaines. Et des semaines et des semaines pour des patients touchés par les pathologies mentales, c'est un gap. Et pour le récupérer, ben souvent, c'est des décompensations, etc. Donc, je pense qu'on doit penser fortement à la création de structures pour leur hébergement. Parce qu'on disait, la nuit, c'est une angoisse pour eux. On sait que c'est très compliqué de les réinsérer dans un circuit, parce que souvent, c'est l'appel à la rue aussi qui est là. Donc, dans notre nouveau système de santé, je pense qu'aujourd'hui, créer des structures d'accompagnement des personnes vulnérables, c'est un point très, très important. Juste un commentaire à ce que vient de dire Madame de Courcelles. La question cruciale qui est posée par le déploiement de cette réforme, de ces réformes, c'est leur capacité à atteindre les plus fragiles, les plus difficiles à atteindre. Les grands précaires, les personnes qui sont porteuses d'une extrême vulnérabilité, les enfants de l'ASE. Et donc, ça, c'est une préoccupation que nous avons depuis le départ dans l'ouverture de ces chantiers. Quelles vont être nos capacités à atteindre ceux qui pourraient en bénéficier le plus, hein, nous avons une règle en médecine qui est que la taille d'effet d'un médicament, par exemple, est directement corrélée à l'importance du problème que nous souhaitons traiter. Et donc, on sait que si on trouve des stratégies pour atteindre les plus vulnérables, on va avoir un effet beaucoup plus important, enfin, en tout cas, une taille d'effet très importante. Et la réponse à cette question cruciale de l'efficacité pour ceux qui en ont le plus besoin, que je vois, c'est justement les organisations territoriales. C'est justement cette intégration au niveau du territoire, des compétences de chacun pour faire le diagnostic des besoins jusqu'au plus nécessiteux de la politique que l'on veut déployer, et cette logique de coopération pour qu'on n'oublie personne. Et c'est d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la réforme des organisations territoriales dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. C'est l'ambition des projets territoriaux de santé mentale, qui est un outil, à mon sens, extrêmement puissant et qui a d'ailleurs très bien marché. Les acteurs des départements se sont spontanément fortement mobilisés dans cette démarche de mise en place de ces logiques de coopération entre acteurs issus de secteurs différents. Merci. On va devoir conclure. Il nous reste quelques minutes. Si je vous demandais à chacun très vite une proposition, une idée pour être optimiste dans notre système de santé, parce que moi, en tant que soignant, on voit quand même beaucoup, on est confronté à la maladie, on est encore en crise, en situation de crise, et enfin, bon, voilà. Donc, un message optimiste, une proposition que vous souhaiteriez porter. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, on fera la réponse possible. Je vous laisse le micro, il nous reste 3 minutes pour que chacun puisse donner un peu son avis. Moi, ce serait vraiment la question de le secteur sanitaire et le secteur démocratique par excellence. Et donc, pour moi, c'est un levier fantastique pour, dans cette période où une situation de crise sanitaire a balayé beaucoup de certitudes, on puisse reconstruire ensemble et qu'il y ait vraiment un momentum de renouveau démocratique. Ça me semble être un moment où on peut le faire. Voilà, j'ai envie d'être optimiste. Très rapidement, donc, à l'ensemble de la population, puisque les messages ne sont pas forcément les mêmes en fonction de qui on s'adresse, mais à l'ensemble de la population, prenez soin de vous et prenez soin des autres et de ceux qui sont proches de vous. Je pense que cette mobilisation citoyenne, c'est aussi le souci de l'autre qui a émergé pendant cette crise. Et ça, c'est un outil, la mobilisation citoyenne, extrêmement puissant. On l'a vu dans les quartiers, on a vu des mouvements de solidarité naître en faveur des plus démunis, les personnes âgées d'un immeuble par exemple, ou les enfants qui étaient en difficulté pendant le confinement. Et puis la santé mentale, la psychiatrie, je rappelle, premier poste de dépense de l'assurance maladie. Ce sont des pathologies leaders dans les sources de handicap et de coûts. C'est un enjeu de santé publique majeur.
et les possibilités de rétablissement existent. C'est ce qui est contenu dans cet ensemble de réformes qui est en train de se déployer. C'est pour nous une source d'espoir immense, pour les patients et pour les familles aussi, en tout cas d'avoir cette perspective, de pouvoir bénéficier de parcours de soins personnalisés, individualisés et multipartenariaux. Oui, si je devais avoir un message conclusif, ce serait celui de se faire confiance, de retrouver une confiance. Nous avons les moyens d'une ambition. Nous n'avons pas aujourd'hui de pénurie de financement, c'est-à-dire nous avons les moyens, nous allons les mettre, et ça c'est un engagement fort, et je pense qu'on peut se permettre non pas de colmater des brèches, mais de revoir notre matriciel et de réellement réinterroger ce qui doit être la santé de demain, la protection de demain et une vraie santé publique qui se respecte. Et moi, en tant que présidente de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, oui, les moyens sont là, oui, nous avons les moyens des financements, et j'en appelle aux projets locaux et à ceux qui sont porteurs de projets. Nous saurons répondre aux attentes et nous allons faire. Pour le mot de la fin, je pense qu'on a fait preuve de solidarité. On a su lancer des vrais élans qui ont permis de tenir le cap. Et je dirais qu'aujourd'hui, on doit continuer à faire preuve de civisme et de responsabilité. Il faut continuer à sensibiliser, à communiquer et puis mettre encore pas mal, je dirais, en réseau les professionnels des territoires, mettre en place des activités sur la promotion de la santé, etc. Et puis surtout, nous permettre d'accéder aussi à ces choses-là. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, une belle énergie pour ces échanges. Merci à vous quatre, vraiment, pour ces échanges très riches. Merci pour le public qui a assisté, puis aux marcheurs de Nevers. Merci à vous pour tout ça. On pourra continuer d'échanger sur le week-end autour de cette thématique. Surtout, n'hésitez pas. Mais vraiment, des échanges très, très riches. Et j'aime beaucoup ces messages optimistes. Et je crois que le quoi qu'il en coûte de notre président est le quoi qu'il en coûtera. En tout cas, on a encore des belles choses à faire. Voilà, prenez soin de vous et n'oubliez pas tous les gestes barrières, tout ce que vous savez. Voilà, à très vite, au revoir. C'est pas facile, hein. Oui, allez. C'est pas facile de pas voir, enfin d'avoir une salle devant, c'est bien. C'est pas facile de pas avoir. C'est très dur. La technique, c'était assez difficile ce matin, la coordination avec les autres. En fait, oui, puis nous, je trouve que c'est pas facile. Enfin, heureusement qu'on était disposés parce qu'en fait, on se regarde, mais en fait, on voit pas. Puis les masques, c'est un exercice. De ne pas avoir le public devant, c'est pas. Super, mais j'ai trouvé les échanges intéressants, c'est toujours trop pas mal. Ouais, parce qu'on a envie. Alors, on va se retrouver.